Chapitre 13. Il aurait dû faire nuit, mais sous le 65e parallèle, la clarté nocturne des régions polaires ne devait pas m'étonner. En Islande, pendant les mois de juin et juillet, le soleil ne se couche pas. Néanmoins, la température s'était abaissée, j'avais froid et surtout faim. Bienvenue fut le beurre qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir. C'était la maison d'un paysan, mais en fait, d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. À notre arrivée, le maître vint nous tendre la main et, sans plus de cérémonie, il nous fit signe de le suivre. Le suivre, en effet, car l'accompagner eût été impossible. Un passage long, étroit, obscur, donnait accès dans cette habitation construite en poutres à peine équarries et permettait d'arriver à chacune des chambres. Celle-ci était au nombre de 4. La cuisine, l'atelier de tissage, la badstoffa, chambre à coucher de la famille, et la meilleure entre toutes, la chambre des étrangers. Mon oncle, à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison, ne manqua pas de donner 3 ou 4 fois de la tête contre les saillies du plafond. On nous introduisit dans notre chambre, sorte de grande salle avec un sol de terre battue et éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de mouton assez peu transparentes. La literie se composait de fourrages secs jetés dans 2 cadres de bois peints en rouge et ornés de sentences islandaises. Je ne m'attendais pas à ce confortable, seulement il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec, de viande macérée et de lait aigre dont mon odorat se trouvait assez mal. Lorsque nous eûmes mis de côté notre harnachement de voyageurs, la voix de l'hôte se fit entendre, qui nous conviait à passer dans la cuisine, seule pièce où l'on fit du feu, même par les plus grands froids. Mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction. Je le suivis. La cheminée de la cuisine était d'un modèle antique. Au milieu de la chambre, une pierre pour tout foyer. Au toit, un trou par lequel s'échappait la fumée. Cette cuisine servait aussi de salle à manger. À notre entrée, l'hôte, comme s'il ne vous avait pas encore vu, vous salua du mot « salvertu », qui signifiait « soyez heureux », et il vint nous baiser sur la joue. Sa femme, après lui, prononça les mêmes paroles, accompagnées du même cérémonial. Puis les 2 époux, plaçant la main droite sur leur cœur, s'inclinèrent profondément. Je me hâte de dire que l'Islandaise était mère de 10 enfants, tous grands et petits, grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le foyer remplissait la chambre. À chaque instant, j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard. On eût dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillés. Mon oncle et moi nous fîmes très bon accueil à cette couvée. Bientôt il y eut 3 ou 4 de ces marmots sur nos épaules, autant sur nos genoux et le reste entre nos jambes. Ceux qui parlaient et répétaient « salvertu » dans tous les tons imaginables. Ceux qui ne parlaient pas n'en criaient que mieux. Ce concert fut interrompu par l'annonce du repas. À ce moment rentra le chasseur qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux, c'est-à-dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers champs. Les pauvres bêtes devaient se contenter de brouter la mousse rare des rochers, quelques fucus peu nourrissants, et le lendemain elles ne manqueraient pas de venir d'elles-mêmes reprendre le travail de la veille. Salvertu, fit Hans, puis tranquillement, automatiquement, sans qu'un baiser fût plus accentué que l'autre, il embrassa l'hôtesse et leurs 19 enfants. La cérémonie terminée, on se mit à table, au nombre de 24 et par conséquent les uns sur les autres, dans le véritable sens de l'expression. Les plus favorisés n'avaient que 2 marmots sur les genoux. Cependant, le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe et la taciturnité naturelle. Même au gamin islandais reprit son empire. L'hôte nous servit une soupe au lichen et point désagréable, puis une énorme portion de poisson sec nageant dans du beurre aigri depuis 20 ans, et par conséquent bien préférable au beurre frais, d'après les idées gastronomiques de l'Islande. Il y avait avec cela du skyr, sorte de lait écaillé, accompagné de biscuits et relevé par du jus de baie de genièvre. Enfin, pour boisson, du petit lait caillé meulé d'eau nommé blanda dans le pays.
Si cette singulière nourriture était bonne ou non, ce dont je ne pus juger. J'avais faim et au dessert, j'avalais jusque la dernière bouchée une épaisse bouillie de sarrasin. Le repas terminé, les enfants disparurent, les grandes personnes entourèrent le foyer au brûlé de la tourbe, des bruyères, du fumier de vache et des os de poissons desséchés. Puis après cette prise de chaleur, les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives. L'hôtesse offrit de nous retirer, suivant la coutume, nos bas et nos pantalons. Mais sur un refus des plus gracieux de notre part, elle n'insista pas, et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage. Le lendemain à 5 heures, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable, et Hans donna le signal du départ. À 100 pas de Gardar, le terrain commença à changer d'aspect. Le sol devint marécageux et moins favorable à la marche. Sur la droite, la série des montagnes se prolongeait indéfiniment comme un immense système de fortification naturelle dont nous suivions la contrescarpe. Souvent des ruisseaux se présentaient à franchir qu'il fallait nécessairement passer à guet et sans trop mouiller les bagages. Le désert se faisait de plus en plus profond. Quelquefois, cependant, une ombre humaine semblait fuir au loin. Si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres, j'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée à peau luisante dépourvue de cheveux et de plaies repoussantes que trahissaient les déchirures de misérables haillons. La malheureuse créature ne venait pas atteindre sa main déformée et se sauvait au contraire, mais pas si vite que Hans ne l'eût salué du salvertu habituel. « Spetelsk » disait-il. « À lépreux » répétait mon oncle. Et ce mot seul produisait son effet répulsif. Cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande. Elle n'est pas contagieuse, mais héréditaire. Aussi le mariage est-il interdit à ces misérables. Ces apparitions n'étaient pas de nature à égayer le paysage qui devenait profondément triste. Les dernières touffes d'herbe venaient mourir sous nos pieds. Pas un arbre, si ce n'est quelques bouquets de bouleaux nains, semblables à des broussailles. Pas un animal, sinon quelques chevaux de ceux que leur maître ne pouvait nourrir, et qui erraient sur les mornes plaines. Parfois, un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyait à tire-d'aile vers les contrées du sud. Je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal. Il fallut bientôt traverser plusieurs petits fjords sans importance et enfin un véritable golfe. La marée étale alors nous permit de passer sans attendre et de gagner le hameau d'Alftan, situé 1 mille au-delà. Le soir, après avoir coupé à Gué 2 rivières riches, un truite et un brochet, l'Alpha et l'État, nous fûmes obligés de passer la nuit dans une masure abandonnée, digne d'être hantée par tous les lutins de la mythologie scandinave. À coup sûr, le génie du froid y avait élu domicile et y fit des siennes pendant toute la nuit. La journée suivante ne présenta aucun incident particulier, toujours même sol marécageux, même uniformité, même physionomie triste. Le soir, nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir, et nous couchions à l'annexia de Krösolb. Le 19 juin, pendant 1 mille environ, un terrain de lave s'étendit sous nos pieds. Cette disposition du sol est appelée Hraun dans le pays. La lave ridée à la surface affectait des formes de câbles tantôt allongés, tantôt roulés sur eux-mêmes. Une immense coulée descendait des montagnes voisines. Volcan actuellement éteint, mais dont ces débris attestaient la violence passée. Cependant, quelques fumées de sources chaudes rampaient çà et là. Le temps nous manquait pour observer ces phénomènes. Il fallait marcher. Bientôt, le sol marécageux réapparut sous le pied de nos montures. De petits lacs l'entrecoupaient. Notre direction était alors à l'ouest. Nous avions en effet tourné la grande baie de Faxa et à la double cime blanche du Snæfell se dressait dans les nuages à moins de 5000. Les chevaux marchaient bien, les difficultés du sol ne les arrêtaient pas. Pour mon compte, je commençais à être très fatigué. Mon oncle demeurait ferme et droit comme au premier jour. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer à l'égal du chasseur qui regardait cette expédition comme une simple promenade. Le samedi 20 juin, à 6 heures du soir, nous atteignions Budir, bourgade située sur le bord de la mer, et le guide réclamait sa paix convenue.
mon oncle régla avec lui. Ce fut la famille même de Hans, c'est-à-dire ses oncles et cousins germains, qui nous offrit l'hospitalité, et nous fûmes bien reçus. Et sans abuser de bonté de ces braves gens, je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage. Mais mon oncle, qui n'avait rien à refaire, ne l'entendait pas ainsi, et le lendemain, il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes. Le sol se ressentait du voisinage de la montagne dont les racines de granit sortaient de terre. Comme celles d'un vieux chêne, nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas des yeux, il gesticulait, il semblait le prendre au défi et dire « Voilà donc le géant que je vais dompter ». Enfin, après 4 heures de marche, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi. Chapitre 14. Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Et s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille basaltique du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition. Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchés, ses pyramides imparfaites avec la bizarre succession de ses lignes, ici voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée des géants en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des Hébrides, mais le spectacle d'une substruction basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards. Or, à Stapi, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du fjord, comme toute la côte de la presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales, hautes de 30 pieds. Ces fûts droits et d'une proportion pure supportaient une archivolte faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer. À des certains intervalles et sous cet impluvium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un destin admirable, à travers lesquelles les flots du large venaient de se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte arrachés par les fureurs de l'océan s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique. Ruines éternellement jeunes sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Telle était la dernière étape de notre voyage terrestre. Hans nous y avait conduit avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main et le tablier de cuir au rein. « Salvertu » lui dit le chasseur. « God dag » répondit le maréchal ferrant en parfait danois. « Kirkeherde » fit Hans en se retournant vers mon oncle. « Le recteur » répéta ce dernier. Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. Pendant ce temps, le guide mettait le Kirkeherde au courant de la situation, celle-ci suspendant son travail, poussant une sorte de cri en usage, sans doute entre chevaux et maquignons, et aussitôt une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas 6 pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais, mais il n'en fut rien, et même elle mit assez peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise de presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer d'hospitalité antique, loin de là. Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre et de seigneur. Nous étions en semaine, et il est vrai, peut-être se rattraperait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres, qui après tout sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait
pas une somme de 60 marks courants. C'est-à-dire, c'est la monnaie de Hambourg, 90 francs environ. De la nécessité de travailler pour vivre, mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre les manières. Le ton et les mœurs de chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes le soir même. Je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan lourd et grossier, irrésolu donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues et résolu d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services de 3 Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages. Mais une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser le chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre aux chasseurs que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir, mais maintenant je sentais l'émotion me reprendre de plus belle. Qu'y faire ? Si j'avais pu tenter de résister au professeur Lidenbrock, c'était à Hambourg et non au pied du Sneffels. Une idée entre toutes me tracassait fort, idée effrayante et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens. Voyons, me disais-je. Nous allons gravir le Sneffels. Bien, nous allons visiter son cratère. Bon, d'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontreux sac nous sommes à dire vrai, nous allons nous perdre au milieu de galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffels soit éteint, qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas. De ce que le monstre dort depuis 1229, s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller. Et s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons ? Cela demandait la peine d'y réfléchir. Et j'y réfléchissais, je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de Scory me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tine plus. Je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible, et sous forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le trouver, je lui fis part de mes craintes, et je me reculai pour le laisser éclater à son aise. J'y pensais, répondit-il simplement. Que signifiaient ces paroles ? Allait-il donc entendre la voix de la raison ? Songeait-il à suspendre ses projets ? C'était trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant « J'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapi, je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre, car il ne faut pas agir en imprudent. » Non, répondis-je avec force. Il y a 600 ans que le Sneffels est muet. Mais il peut parler. Or, les éruptions sont toujours précédées de phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays, j'ai étudié le sol et je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. À cette affirmation, je restai stupéfait et je ne pus le répliquer. « Tu doutes de mes paroles ?» dit mon oncle. « Eh bien, suis-moi !» Je bis machinalement. Et sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct qui, par une ouverture de la muraille basaltique, s'éloignait de la mer. Bientôt nous étions à rase campagne, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basalte, de granit et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais ça et là des fuméroles monter dans les airs, ces vapeurs blanches nommées reykir en langue islandaise venaient des sources thermales et elles indiquaient par leur violence l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Aussi je tombais de mon haut quand mon oncle me dit « Tu vois toutes ces fumées ? Axel, eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. » Par exemple, m'écriai-je, retiens bien ceci, reprit le professeur, aux approches d'une éruption de ces fuméroles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques, n'ayant plus la tension nécessaire, prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe.
Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je rossine à la cure à l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir, c'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galeries, de descendre plus profondément, et cela en dépit de tous les sacs nous sommes de monde. Je passai la nuit suivante en plein cauchemar, au milieu d'un volcan et des profondeurs de la Terre. Je me sentis lancé dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives. Le lendemain 23 juin, Hans nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments, 2 bâtons de ferrée, 2 fusils, 2 cartouchières, elles étaient réservées à mon oncle et à moi. Hans, un homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une outre pleine qui, jointe à nos gourdes, nous assurait de l'eau pour 8 jours. Il était 9 heures du matin. Le recteur et sa hôte mégère attendaient devant leur porte. Ils voulaient sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable, où l'on comptait jusqu'à l'ère de la maison pastorale, air infect, j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité surfaite. Mon oncle paya sans marchander. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rixdales. Ce point réglé, Hans donna le signal du départ et quelques instants après, nous avions quitté Stapi. Chapitre 15. Le Sneffels est haut de 5000 pieds. Il termine par son double cône, une bande trachytique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ, on ne pouvait voir ces 2 pics se profiter sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant. Nous marchions en file précédés du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où 2 personnes n'auraient pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au-delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi se présenta d'abord un sol de tourbes herbacées et éphébreuses, résidu de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible encore inexploité suffirait à chauffer pendant un siècle toute la population de l'Islande. Cette vaste tourbière, mesurée du fond de certains ravins, avait souvent 70 pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés séparés par des feuilles de tuf ponceux. Un véritable neveu de professeur Lidenbrock, et malgré mes préoccupations, j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées dans ce vaste cabinet d'histoire naturelle. En même temps, je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande. Cette île si curieuse est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne. Peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible. S'il en est ainsi, on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains. Donc dans ce cas, la théorie de Armfee Davy, le document de Saknussemm, les prétentions de mon oncle, tout s'en allait en fumée. Cette hypothèse me conduisit à examiner attentivement la nature du sol, et je me rendis bientôt compte de la succession des phénomènes qui présidèrent à sa formation. L'Islande absolument privée de terrain sédimentaire se compose uniquement de tufs volcaniques, c'est-à-dire d'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse. Avant l'existence des volcans, elle était faite d'un massif trapéen, lentement soulevé au-dessus des flots par la poussée des forces centrales. Les feux antérieurs n'avaient pas encore fait éruption au dehors. Mais plus tard, une large fente se creusa diagonalement du sud-ouest au nord-est de l'île, par laquelle s'épancha peu à peu toute la pâte trachytique. Le phénomène s'accomplissait alors sans violence. Les cieux étaient énormes, et les matières fondues rejetées des entrailles du globe s'étendirent tranquillement en vaste nappe ou en masse mamellonnée. À cette époque apparurent les feldspats, les syénites et les porphyres. Mais grâce à cet épanchement, l'épaisseur de l'île s'est accrue considérablement et par suite sa force de résistance. On conçoit quelle quantité de fluide élastique s'emmagasina dans son sein lorsqu'elle n'offrit plus aucune issue après le refroidissement de la croûte
trachytique. Il arriva donc un moment où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées. De là, le volcan fait du soulèvement de la croûte, puis le cratère subitement troué au sommet du volcan. Alors aux phénomènes éruptifs succédèrent les phénomènes volcaniques. Par les ouvertures nouvellement formées s'échappèrent d'abord les déjections basaltiques dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards les plus merveilleux spécimens. Nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé que le refroidissement avait moulé en un prisme à base hexagone. Au loin se voyait un grand nombre de cônes aplatis qui furent jadis autant de bouches ignivomes. Puis l'éruption basaltique épuisée, le volcan dont la force s'accrut de celle de cratères éteints donna passage aux laves et à ces tufs de cendres et de scories dont j'apercevais les longues coulées éparpillées sur ses flancs comme une chevelure opulente. Telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande. Tous provenaient de l'action des feux antérieurs et supposaient que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescente liquidité, c'était folie. Folie surtout de prétendre atteindre le centre du globe. Je me rassurais donc sur l'issue de notre entreprise, tout en marchant à l'assaut du Sneffels. La route devenait de plus en plus difficile, le sol montait, les éclats de rochers s'ébranlaient et il fallait la plus scrupuleuse attention pour éviter des chutes dangereuses. Hans s'avançait tranquillement comme sur un terrain uni. Parfois, il disparaissait derrière les grands blocs et nous le perdions de vue momentanément. Alors un sifflement aigu, échappé de ses lèvres, indiquait la direction à suivre. Souvent aussi, il s'arrêtait, ramassait quelques débris de roc, les disposait d'une façon reconnaissable et formait ainsi des amers destinés à indiquer la route du retour. Précaution bonne en soi, mais que les événements futurs rendirent inutiles. 3 fatigantes heures de marche nous avaient emmenés seulement à la base de la montagne. Là, Hans fit signe de s'arrêter et un déjeuner sommaire fut partagé entre nous. Mon oncle mangeait les morceaux doubles pour aller plus vite. Seulement cette halte de réflexion étant aussi une halte de repos et dut atteindre le bon plaisir du guide qui donna le signal du départ 1 heure après. Les 3 Islandais, aussi taciturnes que leurs camarades le chasseur, ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement. Nous commencions maintenant à gravir les pentes de Sneffels. Son neigeux sommet, par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes, me paraissait fort rapproché, cependant que de longues heures avant de l'atteindre. Quelle fatigue surtout! Les pierres coquins-ciments de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche. À de certains endroits, les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de 36 degrés au moins. Il était impossible de les gravir, et ces raidillons pierreux devaient être tournés non sans difficulté. Nous nous prêtions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons. Je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible. Il ne me perdait pas de vue, et à maintes occasions, son bras me fournit un solide appui pour son compte. Il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre, car il ne bronchait pas. Les Islandais, quoique chargés, grimpaient avec une agilité de montagnards. À voir la hauteur de la cime du Sneffels, il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté, si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas. Heureusement, après 1 heure de fatigue et de tours de force au milieu de vastes tapis de neige développés sur la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément qui simplifia notre ascension. Il était formé par l'un de ces terrains de pierre rejetés par les éruptions, et dont le nom islandais est Stina. Si ce terrain n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne, il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles. Tel il était, tel il nous servit fort. La roideur des pentes s'accroissait, mais ces marches de pierre permettaient de les gravir aisément, et si rapidement même qu'étant resté un moment en arrière, pendant que mes compagnons continuaient leur ascension, je les aperçus déjà réduits par l'éloignement à une apparence microscopique.
À 7 heures du soir, nous avions monté les 2000 marches de l'escalier. Nous dominions une extumescence de la montagne, sorte d'assise sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère. La mer s'étendait à une profondeur de 3200 pieds. Nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles assez peu élevées en Islande par suite de l'humidité constante du climat. Il faisait un froid violent. Le vent soufflait avec force. J'étais épuisée. Le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service et malgré son impatience, il se décida à s'arrêter. Il fit donc signe au chasseur qui secoua la tête en disant « Au Fanfur !»« Il paraît qu'il faut aller plus haut, » dit mon oncle. Puis demanda à Hans le motif de sa réponse. « Mistur » répondit le guide. « Ja, Mistur » répéta l'un des Islandais d'un ton assez effrayé. « Que signifie ce mot » demandai-je avec inquiétude. « Vois » dit mon oncle. Je portai mes regards vers la plaine. Une immense colonne de pierres pulvérisée de sable et de poussière s'élevait en tournoyant comme une trombe. Le vent la rabattait sur le flanc de Sneffels, auquel nous étions accrochés. Ce rideau opaque étendu devant le soleil produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette trombe s'inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ses tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de mistur en langue islandaise. « Hastig, hastig » s'écria notre guide. Sans savoir le danois, je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite. Celui-ci commença à tourner le cône du cratère. Mais en biaisant de manière à faciliter la marche, bientôt la trombe s'abattit sur la montagne, qui tressaillit à son choc. Les pierres saisies dans les remous du vent volèrent en pluie comme dans une éruption. Nous étions heureusement sur le versant opposé à l'abri de tout danger. Sans la précaution du guide, nos corps déchiquetés, réduits en poussière, fussent retombés au loin comme de quelques météores inconnus. Cependant, Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les 1500 pieds qui restaient à franchir prirent près de 5 heures. Les détours, les biais et contre-marches mesuraient 3 lieues au moins. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la faim. L'air un peu raréfié ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à 11 heures du soir, en pleine obscurité, le sommet de Sneffels fut atteint. Et avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit, au plus bas de sa carrière, projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds.